Du coup, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va effectivement commencer. On a à notre agenda deux choses. On a une première chose qui est une présentation d'Ernest Anda-Diogo que je remercie beaucoup, qui est un expert déployé au Tchad pour faire la réponse soudanaise dans le cadre d'un mécanisme spécifique dont il va vous parler. Et ensuite, moi, je prendrai le relais pour vous présenter des actions principales qui sont dans le handbook sur la coordination SMSPS. Et puis, on gardera du temps après pour faire des questions-réponses. Voilà, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de proposer à Anda Ernest de prendre la parole et de nous faire, de partager avec nous un petit retour sur son déploiement au Tchad, dans l'est du Tchad, en réponse à la crise soudanaise. Donc, ces déploiements, ce sont des déploiements qui sont proposés par les groupes santé mentale et soutien psychosocial d'un pays pour venir renforcer leurs compétences. Et donc, il y a une demande qui est faite pour un déploiement d'un maximum de 3 mois. Bon, on va le voir avec Ernest Anda, qui est parfois renouvelable de façon exceptionnelle pour appuyer soit la mise en place d'une réponse, soit renforcer un groupe qui est déjà existant, soit même éventuellement faire une formation spécifique, par exemple sur le suivi et évaluation ou sur un autre sujet. Et donc, si l'évaluation, la demande de déploiement est ensuite validée par le groupe de référence au niveau technique et par le gouvernement des Pays-Bas avec ce mécanisme, et si elle est approuvée, donc il y a un expert qui part sur le terrain appuyer le groupe de référence. Voilà. Donc, Ernest, je te passe la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Cécile. Bonjour à Barbara. Bonjour à tous les collègues du Tchad et à tous les collègues des GT des pays francophones qui nous suivent. Effectivement, je suis Ernest Anda Diogo, communément appelé Ernest Anda. Euh, je suis psychologue déployé au Tchad depuis le mois d'août 2023 en réponse à la crise soudanaise qui sévit dans le pays depuis, je dirais, avril-mai 2023. Et comme Cécile l'a dit, c'est une opportunité qui nous est offerte, aussi une lucane qui nous est donnée de partager un peu notre situation, notre expérience de ce que nous faisons avec les autres collègues du Tchad, mais aussi peut-être revenir sur certaines choses que nous avons déjà vues au Niger et dans le cadre de cette expérience que nous savourons bien avec le DSS et le RVO, qui sont les organismes qui nous déploient. Ceci dit, nous allons présenter ce matin en maximum 15 minutes, maximum 15 minutes, euh, ce que nous faisons au Tchad dans le cadre de la réponse à l'urgence de la crise liée à la crise soudanaise. Euh, Nous l'avons intitulé Renforcer la réponse SMSPS dans la réponse à la crise humanitaire à l'est du Tchad. Tout simplement parce que il y a une situation qui se passe actuellement, mais qui n'est pas suffisamment relayée dans les réseaux de communication, qui se passe actuellement au Soudan et qui, à notre sens, est difficilement supportable. Donc, cette opportunité qui nous est donnée là nous permet de mettre un peu la lumière sur la crise qui sévit actuellement au Soudan et qui en fait, englobe le contexte dans lequel nous avons été déployés. Next slide, Barbara. OK. Et donc, dans ce contexte-là, nous allons, avant d'aller dans les détails, présenter l'agenda de notre petite présentation. Consiste à présenter le contexte du déploiement. Qu'est-ce qui a concouru à ce qu'on déploie un spécialiste au Soudan, au Tchad plutôt? Quels sont les objectifs du déploiement? Et puis, quelques réalisations majeures que nous avons eu la chance ou le coup de flèche de faire, les besoins non encore couverts, et puis des perspectives. Il faut aussi dire qu'on a des collègues du Tchad qui participent avec nous à cette présentation-là, qui pourront
à la fin de notre présentation, soit faire des compléments ou poser aussi des questions. Next slide, Barbara. Just click one. OK. One again. Bien. Il faut dire que, en termes de contexte, il y a une crise armée, crise armée opposant deux factions. Une faction gouvernementale, donc l'armée régulière du Soudan, et des forces paramilitaires. Depuis avril 2023, ces deux forces-là, qui étaient d'abord des forces coalisées, ont commencé à s'affronter au Soudan et cela a entraîné des exactions, je pourrais dire, difficilement supportables. Ça, c'est le thème que je peux utiliser pour caractériser ce que ce que nous vivons actuellement comme reflux de la situation au Soudan. Deux forces armées, une force armée, les deux forces étaient des forces coalisées qui défendaient le pays et elles se sont cisées, elles se sont séparées et un affrontement a commencé aux grandes dames des populations qui ne savent jusqu'à présent pas à quel sein se vouer. Next slide, next point. Et donc, cette crise-là, au regard des atrocités rapportées par diverses agences et diverses agences et même les populations, cette crise a été très atroce et a provoqué le déplacement massif des populations dans les pays, au sein même du Soudan d'abord, Soudan, mais également dans les pays frontaliers tels que l'Égypte, euh, la Centrafrique et même au Tchad. Au Tchad, il faut dire que, next slide, next point, au Tchad, il faut dire que jusqu'à présent, on note près de 523 431 personnes, 523 431 personnes qui ont trouvé refuge au Tchad et dans l'est du Tchad. Il faut d'emblée dire que cette zone de l'est du Tchad-là elle-même est une zone désertique, donc avec très peu de ressources naturelles pour satisfaire les populations locales elles-mêmes. Et cette zone-là voit arriver sur son sol près de 500 000 personnes en moins de 2 mois. Et il faut dire que cette crise, comparativement à celle de 2003 ou 2004, cette crise, elle est unique en son genre parce qu'elle déplace en très peu de temps, elle déplace beaucoup de personnes et qui ont des besoins vraiment criards. On a noté que les populations ont été vraiment affectées. On a noté que les populations ont subi des exactions. Les populations ont été violentées. Des femmes et des jeunes filles ont rapporté des cas de violence atroces. Des personnes ont été mutilées. Des personnes ont été vraiment, vraiment agressées physiquement. Et cela a entraîné des traumatismes auxquels on essaie de faire face. Donc, comme je le disais, on dénombre à fin janvier 2024 523 431 personnes. Et la majeure partie de ces personnes déplacées là, déplacées de force, sont des femmes et des enfants. Donc, ces femmes et ces enfants sont accueillis dans 3 provinces à l'est du Tchad, le Wadi Fira, qui sont les provinces frontalières au Soudan, le Wadi Fira, le Sila et le Wadaï. La zone dans laquelle nous intervenons, c'est la zone du Wadaï, la province du Wadaï, qui accueille le plus grand nombre de populations déplacées de force. Next point. Donc, face à cette atrocité-là, et ces atrocités rapportées par les communautés elles-mêmes, mais aussi par certains rapports des agences et organisations qui interviennent au profit de ces populations-là, le gouvernement du Tchad et le groupe de travail national santé mentale, soutien psychosocial ont souhaité, ont proposé de renforcer la réponse SMS-PS. Et ça, c'était à saluer parce que ce n'était pas évident que le gouvernement lui-même et les acteurs pensent à une réponse santé mentale et soutien psychosocial dans ce genre de contexte. On connaît des crises où c'est très tard ou bien même après que les gens se rendent compte de l'importance de la santé mentale et du soutien psychosocial. Mais le gouvernement du Tchad et le groupe de travail santé mentale et soutien psychosocial dans le pays ont très tôt vu l'importance de renforcer la réponse santé mentale et soutien psychosocial
et en réponse à cette crise humanitaire. Et donc, next point, c'est ce qui a justifié depuis août 2023 notre déploiement rapide par le canal de DSS, du Dutch Site Support, et du RVO, qui est le gouvernement néerlandais, de notre déploiement via le UNHCR au Tchad. Donc, quand on note la survenance de la crise depuis avril 2023 et août 2023, on se rend compte qu'il y a pratiquement 4 à 5 mois de différence. Mais tout est-il que les démarches pour le déploiement ont commencé un peu plus tôt. Ont commencé un peu plus tôt et cela nous a permis d'être très tôt déployés au Tchad. Donc voilà un peu présenter le contexte de notre déploiement au Tchad. J'espère qu'il n'y a pas de questions et que nous pouvons avancer allègrement. Cécile, s'il n'y a pas de questions, on peut avancer. Oui, c'est parfait. Tu peux continuer. On gardera les questions pour la fin. Non. Et juste pour dire, parce que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui, dont les diapos ne défilent pas, en fait, là, on a ouvert des points au fur et à mesure sur la même diapo. Mais en tout cas, chez moi, ça marche bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci si la connexion est suffisamment forte. En tout cas, ça évolue bien. Très bien. Merci beaucoup, Cécile. Merci bien. Donc, next slide. Bien, les objectifs du déploiement, tels que je l'ai dit, hein, you can go on, you can go on, Barbara. Les objectifs du déploiement, tels qu'on l'a présenté déjà dans le contexte, il s'agissait de renforcer la coordination technique intersectorielle autour de la santé mentale et du soutien psychosocial. OK, it's OK now, it's OK. Donc, euh, renforcer la coordination technique intersectorielle autour de la SMSPS, apporter un soutien technique au renforcement des capacités dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial, parce qu'il y a des acteurs qui interviennent et comment renforcer les capacités de ces acteurs-là pour que les interventions soient des interventions de qualité. Il s'agissait aussi de fournir une formation et une supervision technique pour les interventions de santé mentale. Donc, il y a des interventions un peu plus techniques. Comment appuyer ces acteurs-là afin que les interventions beaucoup plus techniques, telles que les MHK pour la réhabilitation psychosociale, certaines interventions soient faites pour une cible bien précise de population. Et puis développer une stratégie ou une feuille de route SMSPS pour répondre à la crise humanitaire au Tchad. Donc ça, c'est un objectif que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement avec Cécile et on espère qu'à la fin de notre projet, de notre mission, on aura une feuille de route bien établie pour permettre à tous les acteurs de suivre la feuille de route santé mentale, soutien psychosocial. Donc voilà, présenter brièvement ou sommairement les objectifs qui ont concouru ou qui ont sous-tendu notre déploiement au Tchad. Next. Suivant ces objectifs, il y a eu quelques réalisations faites par nous. Il y a eu quelques réalisations sur lesquelles nous avons souhaité revenir ici. Next. Next. Yeah. Donc, dès que nous sommes arrivés au Tchad, la principale activité à laquelle nous sommes livrés, ça a été de conduire une évaluation rapide des besoins et des ressources en santé mentale et soutien psychosocial. Je me rappelle qu'à l'une de nos présentations ici, quelqu'un avait soulevé la question de comment faire une évaluation sans pour autant pathologiser ou psychopathologiser les populations que nous ciblons. Effectivement, dans le cadre de cette urgence-là, il ne s'agissait pas de faire une prévalence ou de détecter les crises psychosociales qu'il y avait eu, les crises psychosociales qu'il y avait eu, mais plutôt de faire une évaluation des besoins et des ressources en santé mentale et soutien psychosocial pour les communautés qui avaient été affectées. Et quand on parle de communautés affectées ici, on ne se limite pas seulement à la communauté réfugiée. C'est vrai qu'elle a été directement affectée, impactée, mais aussi dans cette communauté déplacée de force au Tchad, il y a des Tchadiens qui vivaient au Soudan, qui de force ont été retournés dans leur pays d'origine. Donc, ceux-là sont pris en charge par l'Organisation internationale des migrations, l'OIM. Donc, on les appelle les retournés tchadiens. Il y a cette population, mais il y a aussi la population locale qui a subi de plein fouet l'arrivée de ces populations déplacées de force-là et qui partage avec elle aujourd'hui, de gré ou de force, le peu de ressources qu'elle a. Et cela aussi impacte leur mieux-être
et leur santé mentale et soutien psychosocial est également impacté. Donc, il s'agissait pour nous de faire, en fait, une évaluation de l'impact de cette crise-là pour ces populations, ces trois types de populations, d'une part, mais aussi de regarder les ressources qui étaient disponibles pour pouvoir les prendre en charge dans la zone. Il n'y en avait pas assez, hein, dans la période où nous faisions cette évaluation. Next point. Et donc, quelques résultats ont été, sont présentés ici. On a essayé de répertorier quelques problèmes de santé mentale et soutien psychosocial, hein, que vivaient ces communautés-là. Donc, le stress lié aux conditions de vie, le sentiment d'insécurité et de peur, le sentiment d'insatisfaction vis-à-vis des services qui étaient fournis en ce temps-là, parce que les services se mettaient en place. Il y a le repli sur soi ou l'isolement pour ces personnes qui avaient vécu des atrocités, qui, par moments, ne pouvaient pas se mêler aux activités communautaires qui étaient repliées chez nous. Il y avait aussi des pensées excessives, tout ce qui était lié au chagrin pour les personnes qui avaient perdu des biens et des êtres chers. On a noté aussi quelques cas de mésentente ou de risque de conflits intercommunautaires qui étaient beaucoup plus ressentis chez les populations, les communautés hautes qui, ayant reçu les populations déplacées de force, se retrouvaient parfois avec de nouveaux voisins avec qui ils n'avaient pas l'habitude de vivre. Il y avait aussi tout ce qui était lié à l'indignité ou à la honte, hein, vécu par certaines personnes, notamment les femmes et les filles, dû à certains manques. On a aussi répertorié la frustration liée à l'orientation de l'aide aux populations déplacées, parce que les communautés hautes ressentaient qu'elles avaient donné le peu de ressources qu'elles avaient pour soutenir ces populations, les populations déplacées de force, mais l'aide humanitaire était beaucoup plus orientée vers les populations réfugiées et déplacées au détriment des populations hautes qui parfois avaient cédé le peu de ressources dont elles avaient. Et ces ressentiments-là revenaient dans nos évaluations. Et il y avait tout ce qui était lié au comportement social à risque, donc l'alcoolisme, l'abus de stupéfiants dans les camps qui commençaient à prendre une certaine ampleur. Même tout ce qui était comportement lié à la dépravation des mœurs. Je ne veux pas nommer la prostitution, certaines filles, les sexes qu'on a suivis dans les camps. Donc, ces problèmes-là étaient ressentis dans les camps et ils nous ont été rapportés lors de nos échanges. Next. Nous avions aussi essayé, hein, de voir les acteurs qui intervenaient aussi bien pour les populations hautes, les populations réfugiés, mais aussi les communautés retournées. Donc, nous nous sommes servis de l'UMS Gap Analysis pour nous permettre de voir un peu les lacunes pour chacune des communautés. Et cela nous a permis de noter un certain niveau de mise en œuvre, hein, de l'UMS, tous l'UMS, c'est l'ensemble minimum des services pour la santé mentale et le soutien psychosocial, qui est une liste d'activités non négociables, comme on le dit, une liste d'activités non négociables qui doivent être mises en œuvre normalement dans le cadre d'une réponse à une crise humanitaire. Donc, on a essayé de voir pour chaque population quelles sont les EMS qui étaient mises en œuvre et cela nous a sorti cette cartographie-là. Mais ce qui était à retenir, hein, dans l'usage de l'UMS, c'était de savoir quelles sont les activités qui ne sont vraiment pas mises en œuvre et nous permettre d'amplifier ces activités-là si jamais nous avions connaissance de leur importance pour la réponse. Et l'une des activités qui était ressortie et non mise en œuvre dans le cadre de cette évaluation-là, c'était la coordination. Et on a compris qu'il y avait un grand besoin de coordination des interventions en santé mentale et soutien psychosocial. Next slide. Again. Donc, très tôt et rapidement, nous avons activé un sous-groupe de travail santé mentale et soutien psychosocial au niveau local qui se voulait être le pendant, hein, du groupe de travail national, mais aussi du sous-groupe de travail provincial, mais qui pourrait réunir ou rassembler les acteurs majeurs de santé mentale et soutien psychosocial dans la zone pour qu'on puisse parler d'une même voix et avoir une stratégie commune d'intervention, hein, dans la zone. Next point. Donc, on a réussi à rassembler ou à rappeler autour de la table ces acteurs-là dont les logos apparaissent. Je pense que les uns et les autres pourront se reconnaître. Il y avait tous les MSF, Action contre la faim, Aliments à l'aide santé,
Première urgence, humanité, inclusion ou handicap international, la Croix-Rouge internationale, l'ONG HAYAS, JRS qui s'occupe de l'éducation, le CICR, Plan international qui s'occupe des jeunes filles et qui est en train de faire un très bon travail actuellement avec les femmes, donc mettant en œuvre des activités pour les centres d'écoute. Norwegian Refugee Council qui intervient également dans le cadre de l'éducation. Et puis ADRA, une ONG locale qui travaille beaucoup plus avec les communautés retournées, et ASTBF également avec les communautés retournées, et APLFT qui nous rejoint dans le cadre de cette nouvelle année-là pour la gestion des cas de VBG. Donc tous ces acteurs-là se sont mis ensemble pour réfléchir ou travailler ensemble dans le cadre de la réponse santé mentale et soutien psychosocial, mais chacun avec son obédience, chacun avec sa spécialité et qui participe à la réponse santé mentale. Il faut dire que 3 grands secteurs sont représentés dans ce groupe de travail-là, le secteur protection, le secteur santé et le secteur éducation. Next point. Donc, on a à côté la photo des collègues de santé mentale que je salue, du groupe de travail santé mentale que je salue, qui, après chaque réunion, le mercredi, à Adré, se fait le plaisir de nous prendre une petite photo. Merci. Nous avons aussi procédé à un renforcement des capacités des acteurs, aussi bien des acteurs des organisations non gouvernementales, mais aussi des points focaux, ce qu'on appelle les relais communautaires dans les communautés. Et cela nous a donné ce chiffre que nous voyons là, de 296 agents ONG qui ont été renforcés dans différents secteurs, sur différentes thématiques. Le premier secours psychologique, la réhabilitation psychosociale. Plan a mis en place des centres d'écoute. Oui, Plan est en train de mettre en place des centres d'écoute pour les femmes. Merci Ali Tao. Plan le fait également ici. Et dans les camps, les nouveaux camps qui sont la réhabilitation psychosociale, les compétences de base en santé mentale et les activités de groupe pour appui en santé mentale des enfants. Donc on a essayé, on a fait ces renforcements de capacités-là très tôt pour permettre aux acteurs d'agir efficacement. Également, next point. Intervention en santé mentale et soutien psychosocial, effectivement. Le premier secours psychologique a permis de... Non, thank you, Barbara. Le premier secours psychologique a permis de voir, recevoir dans les centres de santé mis à disposition près de 270 000 patients qui ont été consultés. Les conseils de base également, les conseils de base ou les counseling de base rapidement faits à près de 12 000 personnes. Les services de santé mentale évolutif, donc des sessions spécifiques pour des cas bien spécifiques. Un projet a été mis en œuvre par le partenaire HAYAS. Le projet consistait à déballer la réhabilitation psychosociale. C'était un projet pilote pour un certain nombre de bénéficiaires et 150 bénéficiaires ont participé à ce projet-là, ont pu participer à 10 sessions de réhabilitation psychosociale bien menées, supervisées par nous et bien menées par les collègues de HAYAS. Donc, cela aussi a été une très belle initiative au cours de cette réponse-là. Next. Yes. En termes de besoins non encore couverts, il faut dire, you can go on. En termes de besoins non encore couverts, il faut dire que la proportion de population ayant besoin d'assistance santé mentale, c'est 1 sur 5. Ça, c'est ce que nous savons tous, 1 sur 5. Et lorsqu'on sait qu'on a environ 500 000 à près de 600 000 personnes déplacées sur une même zone, quand on fait le 1 sur 5, on se retrouve avec près de 100 000 personnes. 100 000 personnes qui peuvent avoir besoin de santé mentale et soutien psychosocial. Est-ce qu'on a les compétences pour cela? Nous sommes en train de rechercher encore les compétences et c'est à cela que nous saluons aujourd'hui l'initiative qui nous est, l'opportunité qui nous est donnée d'appeler encore plus d'expertise ou de ressources vers le chat parce que les besoins sont énormes. Next. Barbara. Il faut dire qu'au Tchad, on n'a un seul psychiatre. Donc, vous comprenez que lorsqu'on a un seul psychiatre, je dis bien un seul psychiatre qui intervient pour tout le pays, je le dis, qui intervient pour tout le pays, on a un faible taux de mise en œuvre de la réponse spécialisée. Vous voyez, donc ce besoin-là, il est encore grand et récemment, nous avons reçu la visite de famille qui est passée au Tchad, qui a fait également une évaluation,
qui est en train de prospecter comment nous pourrons renforcer la capacité de certains acteurs pour que nous puissions avoir des services spécialisés pour les cas de santé mentale. Next. Parmi, c'est Dr Farmi Hanna, qui OK. travaille à l'OMS et qui est le co-lead avec Carmen du groupe de référence santé mentale et soutien psychosocial du IASC. Merci beaucoup, Cécile, pour la précision. Merci. Next, Barbara. Oui, nous avons également besoin d'accentuer la capacité des acteurs, hein. C'est vrai que qu'on n'a pas de psychiatre, on n'a pas suffisamment de psychiatres, mais on peut, grâce au MHCAP, renforcer les capacités de certains acteurs qui interviennent dans le domaine de la santé pour qu'ils puissent déjà commencer à agir avec les recommandations du MHCAP sur certains cas spécialisés, certains cas de malades mentaux et neurologiques ou abus de substances psychoactives. Donc, mais je pense que MSF Suisse et IRC, avec le SC en point de mire, s'organisent pour pouvoir déballer un programme de renforcement de capacité incessamment là, sur le MHK pour les acteurs qui interviennent dans notre zone. Je n'ai pas encore toute la finalité du programme, mais c'est vraiment imminent. Peut-être que les collègues qui ont les dernières informations pourront nous en parler. Il y a une formation qui est prévue pour MHK pour tous les acteurs qui pourraient aider en fait, pour renforcer la qualité des services pour les personnes atteintes de troubles mentaux neurologiques et abus de substances. Next point. Et puis, on a noté dans les camps, hein, et ça, tout le monde est unanime là-dessus, l'alcoolisme, qui est un usage de stupéfiants qui commence à prendre une ampleur vraiment exagérée dans les camps, dans les nouveaux camps surtout. Et malheureusement ou heureusement, nous n'avons pas d'organisation dédiée à la réponse aux addictions, à ce genre d'addiction. C'est vrai que le MHGAP euh, fait un point sur les addictions, mais on aurait aimé avoir des organisations qui vraiment se spécialisent dans ce domaine-là pour pouvoir adresser ces problèmes-là dans les camps parce que la proportion devient grande et les communautés elles-mêmes, mais aussi les acteurs qui interviennent auprès de ces communautés-là commencent à être à bout d'effort parce que les cas d'alcoolisme sont vraiment, sont vraiment rapportés fréquemment dans les camps. Next. En termes de perspective, c'est que nous, est-ce qu'il y a un mécanisme, est-ce qu'il y a, on reviendra là-dessus, Tao, Alita, on reviendra là-dessus et je pense qu'on pourra bénéficier de votre expertise. En termes de perspective, next. Il nous faut rapidement consolider la coordination SMSPS locale en lien avec le GTS SMSPS national. Notre mission tire à sa fin d'ici mi-mars. Nous ne serons plus en mission au Tchad. Et il nous faut consolider la coordination que nous avons de sorte à ce que les acteurs puissent rapidement prendre le relais lorsqu'on ne sera plus là. Heureusement que, en termes de lead, le point focal du groupe de travail, c'est le ministère de la Santé et le ministère de la Santé publique et de la prévention. Donc, on pense que déjà cet élément-là pourra, euh, on peut dire, accentuer ou faciliter la durabilité de notre intervention au Tchad, mais il faut rapidement renforcer les capacités de ce groupe de travail pour que les leads, les co-leads et tous les autres secteurs qui interviennent dans ce groupe de travail puissent travailler de concert et continuer à répondre efficacement et de façon concertée aux problèmes de santé mentale et de soutien psychosocial dans la zone. Donc ça, c'est l'une de nos tâches à laquelle ce que nous avons commencé à faire depuis, mais qu'il nous faut parachever avant de finir notre mission. Next point. Effectivement, actualisation de la cartographie des acteurs SMSPS au niveau local. Oui, il y a de nouveaux acteurs qui entrent en ligne de compte en début d'année et il nous faut reprendre encore la cartographie pour l'actualiser et la mettre à la disposition du groupe de travail de sorte à ce que le groupe de travail puisse lui-même réactualiser ou actualiser à souhait la cartographie lorsque cela s'avérera nécessaire. Next point. Et puis, ébauche d'un plan opérationnel SMSVL local en réponse à l'urgence humanitaire au Tchad. Et c'est ce que j'ai dit, nous allons essayer de le faire avec Cécile pour que nous puissions avoir au niveau local ou
toutes les fois qu'il y aurait une urgence, qu'est-ce que les acteurs de santé mentale doivent pouvoir faire rapidement pour pouvoir adresser les questions qui se présenteront à eux. Next. Et puis enfin, continuer notre plaidoyer, hein, ce que nous avons commencé depuis le début, de sorte à ce que nous puissions avoir au Tchad aussi une stratégie nationale de santé mentale, soutien psychosocial, parce que nous n'en avons pas. Et cela handicape un peu nos interventions. On n'a pas de boussole nationale. Et je pense que le ministère de la Santé qui a perçu l'intérêt d'intégrer la santé, la réponse à la santé mentale, d'intégrer à la réponse santé, la santé mentale et le soutien psychosocial, voit d'un bon oeil l'idée de mettre sur pied une stratégie nationale de santé mentale et on espère que notre plaidoyer pourra porter. Notre plaidoyer pourra porter et même si nous n'arrivons pas au bout de notre mission avec cela comme acquis, on pourra laisser cela en tâche au groupe de travail qui se fera l'écho de cela et pourra le présenter aux audiences qui se présenteront à elle. Next. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour notre, notre déploiement au Tchad. Nous sommes encore au Tchad jusqu'à mi-mars. Et s'il y a des questions, nous sommes prêts à les, à les, à y faire suite. Ou s'il y a des commentaires ou des ajouts de la part de nos collègues du groupe de travail qui sont aussi dans cette réunion, nous serons heureux de les entendre. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Cécile, vous avez la parole. Bah, merci beaucoup, 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 Anda Ernest. C'était vraiment super intéressant. On est vraiment ravis de cette présentation. Et effectivement, on va prendre soit des ajouts s'il y a des gens du groupe qui veulent rajouter des choses, soit des questions. Et puis, il y a quelques questions dans le chat. Et puis, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Juste, moi, peut-être remercier encore Anda Ernest à la fois pour sa présentation, puis pour tout le travail qu'il fait avec le groupe. Et comme vous l'avez vu, hein, ça prend quand même du temps, que les besoins sont malheureusement très, très, très importants et que le niveau de réponse est pas forcément celui qui serait attendu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le travail qui a été fait par Anda Ernest et les membres en fait du GTT sur place, ça a été déjà de se mettre tous ensemble pour essayer d'avoir une meilleure information, une meilleure connaissance et puis cumuler les efforts et puis les points de vue. Et vous avez compris, du coup, ce qui est super intéressant aussi, c'est que, bien sûr, on le sait, mais la santé mentale et le soutien psychosocial, c'est multisectoriel. Donc là, vous avez vu, il y a des acteurs de la protection, il y a des acteurs de la santé, il y a des acteurs de l'éducation. Et ce qu'on espère aussi, c'est progressivement arriver à inviter d'autres acteurs progressivement qui pourront, qui contribuent aussi à la santé mentale et au soutien psychosocial. Et comme l'a dit très justement Anda Ernest, et je fais juste quelques rappels, effectivement, quand il y a une grande urgence, on n'a pas besoin de faire une enquête épidémiologique. Par contre, on a des outils, comme l'a montré Anda Ernest, pour faire une cartographie qui fait percevoir un petit peu mieux, plus finement les besoins. Et là, un élément très, très important sur lequel il a travaillé, c'était qu'il a vraiment travaillé sur les populations réfugiées, hôtes et rapatriées. Et c'était notamment essentiel puisqu'il y a déjà pas mal de tensions entre ces communautés et d'observer les besoins de l'ensemble de la population, c'est très important, et les services existants. Et c'est à partir de là qu'on peut voir où est-ce qu'on répond de façon adéquate, où est-ce qu'on répond pas de façon adéquate. Et dans l'ensemble minimum de services dont il a parlé dans santé mentale ou soutien psychosocial, qui j'espère va bientôt être publié en français, vous avez effectivement tous les services, mais y compris la coordination. Et donc, comme l'a montré aussi Anda, la coordination était un des points faibles et sur lequel c'était super important qu'il y ait son appui pour redynamiser les choses, mais aussi prendre le leadership en travaillant en même temps sur la motivation des uns et des autres pour le faire. Donc voilà, je voulais juste souligner ces points qui me semblent très très importants et qui vont nous permettre d'aller maintenant avec des recommandations beaucoup plus fines pour la suite. Et l'intérêt de ces rapports, c'est aussi du coup qu'on peut les diffuser après largement, essayer de trouver d'autres organisations ou agences qui veulent intervenir s'il n'y en a pas suffisamment et essayer de trouver des financements.